Bienvenue dans ce 11e épisode de Mondialiste. Aujourd'hui, on va parler de la poule K et donc du Portugal. Forcément, je suis accompagné d'Alexandre Carvalho, scout, recruteur, à plus de 13 000 abonnés sur X, donc assez actif. Comment vas-tu, Alexandre? Salut Mathis, bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va très bien et toi? Ouais, ça va très bien, super. N'hésitez pas à aller checker tout ce qu'il fait, tout sera en bio, donc n'hésitez pas, foncez. Je voulais te demander juste avant d'y attaquer, est-ce que Luis Suarez du Sporting va décoller pour 60 millions en Première Ligue comme Gyökeres? Non, je pense qu'il y a il y a la question de l'âge, il y a la question aussi du fait qu'il a eu la première expérience déjà à Marseille qui n'a pas vraiment fonctionné. Donc je pense qu'aujourd'hui, Ouais. il a un peu cette image-là de quelqu'un qui n'a pas réussi dans un grand club comme Marseille. Donc je pense pas qu'il partira pour 60 millions, mais en tout cas, ce qu'il fait au Sporting, bah, c'est très très bien. Et, il a vraiment bien remplacé Gyökeres. Maintenant, voilà, Gyökeres avait un profil un peu plus jeune, un peu plus aussi impressionnant, on va dire. C'est vrai que par sa carrure, par son profil, il Mm. faisait vraiment monstrueux. Il a vraiment poussé le profil PL, Première Ligue. Il a joué en Première Ligue. Donc, il a été à Brighton, etc. Donc, il a été en Champions League, donc il connaissait un peu le contexte anglais. Tout ça a fait que, bon, forcément, le prix était surévalué. Alors que Suarez, voilà, Suarez, c'est pas un attaquant profilé comme Gyökeres. Il n'a jamais joué en Angleterre. Il a floppé un peu à Marseille. Donc, je pense pas que le Sporting va en tirer 60 millions. Mais s'il y a transfert, je pense qu'ils peuvent en tirer aussi un petit billet. Ils l'ont acheté 20 millions. Je pense qu'ils peuvent le vendre facilement le double. Donc, à voir. Ah, ça serait complètement fou quand même. Et tu vois, on va pouvoir les observer pendant cette Coupe du Monde parce que les deux sont qualifiés avec leur pays. Donc, on va pouvoir les voir tous les deux. Juste avant, le Portugal, c'est une nation qu'on place très haut dans la hiérarchie du foot mondial. Mais toujours sans Coupe du Monde, c'est un petit peu comme les Pays-Bas, les perdants magnifiques. Il y a 1 euro au compteur en 2016, forcément, beaucoup d'entre nous s'en souviennent bien. Et récemment, il y a deux Ligues des Nations, en 2019 et 2025, donc on pourrait dire qu'ils sont sur la pente ascendante, mais il y a quand même quelques problématiques au sein de la Seleção. Sur les phases de qualification, ils ont terminé premier sans trop peiner, mais sans briller non plus, en étant le premier avec le plus faible total de points, à égalité avec l'Écosse, 13 points. Donc ça, c'est pour le cadre. Maintenant, on va laisser l'expert nous en dire un peu plus. Est-ce que, Alexandre, tu pourrais nous apprendre quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on néglige peut-être un peu sur cette sélection? Expert, je ne sais pas, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens aussi compétents et qui suivent peut-être même encore plus la sélection. Moi, comme je m'en suis jamais caché, hein, depuis l'Euro 2024, j'ai un gros désamour pour la sélection. Comme on vient de dire en off, un peu, je regarde même plus les matchs en live. Si aujourd'hui j'ai quelque chose à faire avec ma famille, avec mes amis, aujourd'hui je préfère passer du temps avec eux. Je vais plus privilégier une soirée pour la sélection. Je vais plus me priver d'une soirée pour la sélection. Parfois, ça m'arrive de regarder les matchs en replay parce qu'il y a quand même toujours cette curiosité de regarder. Mais quand vraiment je vois que la compo est dégueulasse etc., je regarde même plus. Maintenant, voilà, j'essaie de suivre un peu quand même pour être au courant de ce qui se passe parce que je pars du principe que de parler ou faire des podcasts sans sachant pas ce qui se passe, ça n'a pas de sens. Après, de ce que je vois aussi, par exemple, j'ai regardé le match contre le Mexique. Je trouve qu'en 2 ans, il n'y a strictement rien qui a changé. C'est exactement le même style de jeu, c'est les mêmes problématiques. Donc voilà. Pour répondre à tes questions, je trouve que le Portugal aujourd'hui, on en fait beaucoup trop, à mon sens. Beaucoup nous voient comme des favoris, alors que je pense qu'on les gens se basent plus sur le côté effectif, sur les noms qu'il y a. Donc plutôt que sur la cohérence et le projet de jeu. Comme tu viens de le dire, le tour en phase d'élimination, on n'a pas vraiment souffert, mais c'était pas non plus exceptionnel. Il y a cette défaite contre Mm. l'Irlande qui est plus que méritée. Donc non, je pense pas qu'aujourd'hui on peut être considéré comme des favoris ou autres. Je pense que la France est au-dessus de nous, l'Espagne, l'Argentine, peut-être même l'Angleterre. Aujourd'hui, ouais, enfin, de toute façon, le classement FIFA reflète un peu le niveau du Portugal. Je pense qu'on peut se situer dans le top 5, top 6. Je pense que voilà, pour moi, les favoris sont voilà, c'est la France, l'Espagne et l'Argentine. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt un outsider comme on a l'habitude d'être depuis maintenant des années. Et encore une fois, c'est juste par rapport au nom qu'il y a. Forcément, quand le milieu de terrain, tu as du Vitinha, du Neves, du Bruno Fernandes, du Mendes, forcément, le Portugal fait en quelque sorte rêver, entre guillemets. Maintenant, il faut regarder un peu plus loin, il faut regarder ce qu'il y a en termes de dynamisme de jeu, en termes de collectif, de ce que l'entraîneur peut proposer aussi en termes de compétitivité.
Aujourd'hui, le Portugal a trop de lacunes pour aujourd'hui être parmi les favoris. Et pareil, on a de l'attaque, alors, tu as du Rafael Leão, tu as du Francisco Conceição, tu as du Pedro Neto, tu as du Ronaldo, tu as du Ramos. En fait, quand tu regardes un peu tout ce qui concerne, au niveau offensif, tu en as aucun qui arrive à enchaîner les top saisons. Tu as Leão qui a été excellent avec l'AC Milan, il y a 2-3 ans, mais qu'aujourd'hui, cette année, fait une saison très irrégulière, à un poste qui n'est pas le sien. Mais en plus, avec la sapubalgie, il a du mal à revenir, enfin, c'est compliqué pour Leão. Pedro Neto, je le trouvais très pertinent et très bon avec, Chelsea jusqu'à l'arrivée de Rosenior et depuis il est en difficulté. Francisco Conceição, pareil, c'est assez régulier, il va pouvoir avoir des bonnes performances avec la Juve, mais derrière, il a du mal quand même à enchaîner. Ronaldo, aussi fort soit-il dans la surface, il a 41 ans et Ramos ne joue pas avec le PSG, donc sur l'aspect offensif, quand tu compares avec la France ou autre, il y a un monde d'écart. Donc voilà, je pars de toutes ces raisons-là et on pourra y revenir ensuite avec plus de détails. J'ai du mal à concevoir que le Portugal puisse faire partie des favoris. Je pense qu'on peut faire un bon parcours parce qu'on a une poule et on y reviendra aussi. Heu, je pense et j'espère quand même qu'on puisse au moins passer et arriver assez facilement aux 16e de finale. Mais après voilà, j'ai encore trop de doutes pour dire que le Portugal est un favori ou un prétendant au titre. Eh ben, écoute, ça tombe bien, toutes ces choses-là, on reviendra dessus en détail. Bien sûr, les individualités, c'est quand même un sujet important, au Portugal et on en parlait en off. On va parler de Roberto Martinez, ton grand ami, j'ai cru comprendre et le grand ami de beaucoup de Portugais. Hem, c'est un peu un mal récurrent, hein, pour pas mal de Portugais, de supporters, cette histoire de sélectionneur. Est-ce que tu pourrais nous situer, nous expliquer un petit peu comment il fait jouer son équipe? C'est un entraîneur déjà qui favorise le contrôle du jeu. Donc ça là-dessus, c'est un point positif par rapport à ce qu'on a pu avoir avec Fernando Santos pendant des années, où Fernando Santos était vraiment, très pragmatique, où, fallait bien défendre avant tout. Parfois même contre des équipes, beaucoup plus faibles en termes de prestige, on n'avait même pas la possession du ballon. Aujourd'hui, avec Roberto Martinez, au moins on a le ballon et quand tu es le Portugal, quand tu as des talents, surtout au milieu de terrain comme tu peux les avoir, il faut être protagoniste avec le ballon, il faut être proactif, il faut avoir le contrôle du jeu. Ça, c'est le point positif. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce que tu en fais de ce ballon-là, quoi? En fait, c'est très stérile, tu as un jeu de position qui est mis en place plus ou moins bien avec, voilà, des ailiers qui sont vraiment très larges, il essaie de mettre un peu, voilà, ce qu'on voit un peu à la mode, voilà, avec les ailiers très larges, qui mangent la ligne vraiment, des latéraux qui rentrent un peu plus à l'intérieur du jeu, des joueurs qui occupent les demi-espaces. Mais voilà, tout ça, c'est bien, c'est imagé, c'est très bien, mais après, le problème, c'est qu'il y a tu as la théorie, ensuite tu as la pratique. La théorie est bonne, il parle bien football, mais alors la pratique, après, c'est vraiment c'est d'un ennui à regarder, c'est voilà, ça se fait des passes, mais tu as aucun joueur qui va casser les lignes par la passe, tu as trop peu de joueurs qui vont attaquer la surface. La surface, on l'inonde pas assez, c'est que des centres vers Ronaldo. Les transitions défensives sont catastrophiques, on ne sait toujours pas gérer un pressing, on ne sait toujours pas gérer un contre-pressing. On ne sait pas défendre. La réalité, c'est pour ça que j'ai encore du mal à me dire que le Portugal peut être un favori alors qu'on ne sait pas défendre, qu'on n'a toujours pas remplacé Pep, alors que ça fait 2 ans qu'il est parti. On encaisse encore beaucoup trop de buts, on encaisse encore beaucoup trop d'occasions face à des équipes qui sont pas vraiment très fortes. Donc, en final, quand tu prends, tout ça bout par bout, c'est quand tu regardes en fait les 5 aspects du jeu qui est pour moi donc, transition def, transition off, jeu, de possession, en phase haute et donc jeu positionnel on va dire et ensuite défense positionnelle. C'est-à-dire que quand tu subis, pour moi on maîtrise pas grand chose en fait. C'est-à-dire que, bah, on ne sait pas faire des transitions offensives, on ne sait pas faire des transitions défensives, on ne sait pas subir, on se crée beaucoup trop on subit beaucoup trop d'occasions et quand on a le ballon, en phase de possession haute, on ne crée pas grand-chose. C'est que des centres encore une fois, c'est voilà, c'est les positions sont prises, mais au final, tu as pas de jeu intérieur, tu as aucun danger dans le 30 derniers mètres. C'est que du voilà, que on va essayer de toucher, Pedro Neto, Léão, les ailiers pour qu'ils fassent des différences et ensuite attendre un exploit individuel de ces joueurs-là et ensuite, pourquoi pas un centre et Ronaldo qui essaie de la mettre, par une tête ou par, le fait que dans la surface, ça reste quand même encore un top joueur. Voilà, ça passe par là, après il s'en cache pas, je trouve. Je m'amusais à j'ai lu son bouquin avant qu'il signe, en sélection la sélection du Portugal parce que même si j'étais pas content de ce choix-là, pas du tout. Après des années de Fernando Santos, je m'attendais quand même à autre chose. Je pense qu'à une sélection comme le Portugal, je m'attendais à qu'on a un autre entraîneur en termes de prestige. Bon, on a eu Roberto Martinez, donc avant de lui tirer la pierre ou comment dire?
ou avoir des préjugés sur lui. J'ai voulu quand même m'intéresser au personnage et à l'entraîneur. Donc j'ai lu son bouquin, j'ai lu toutes ses interviews. Il s'en cache pas, en fait, c'est un entraîneur qui mise tout sur ses individualités plus que le collectif. Donc à partir de là, tout est dit, c'est-à-dire que, bah, collectivement, il y a pas grand-chose. Juste voilà, il mise tout sur ses individualités, sur ses stars, sur ses cadres et c'est pour ça que d'ailleurs il les fait jouer n'importe quand, n'importe comment, qu'ils soient bons ou pas bons, qu'ils aient du temps de jeu ou pas du temps de jeu. Ces cadres, ces stars, joueront toujours parce qu'au finalement, il sait rien faire d'autre. Il maximise tout sur ses stars, sur ses individualités et à partir de là, voilà, son plan de jeu est très basique, en fait, très simple. C'est que, bah, il a une identité de jeu, il a un style de jeu qu'il aime bien, mais au final, c'est les joueurs qui font tout et autant je trouve l'idée intéressante, de donner aussi de la liberté aux joueurs. C'est important que les joueurs, puissent aussi s'exprimer d'eux-mêmes, mais je pense qu'il doit y avoir un cadre, il doit y avoir aussi un plan de jeu et au final, bon, bah, avec Roberto Martinez, je pense que tu l'as compris, c'est quand même assez, médiocre en termes de collectif et de jeu. Eh beh, tu nous auras permis au passage de cibler aussi, des problématiques et ça c'est bien parce qu'on allait venir dessus, les points faibles de cette équipe. C'est vrai que du coup, bah, peut-être que le sélectionneur en fait partie malgré lui. Un manque de certitude et d'automatisme aussi parce que, l'équipe est pas régulièrement la même, on va dire. Je me suis noté 5 charnières différentes sur les 7 dernières rencontres. Alors, pour les automatismes, ça c'est il y a rien de plus mauvais que ça. Les latéraux, c'est pareil, ça change très régulièrement. Les ailiers aussi, en fait, il y a beaucoup de postes où on a beaucoup de bons joueurs, on ne sait pas exactement, comment qui va être où, donc ça, c'est un peu une problématique aussi. Hem, il y a quand même du positif, j'imagine, dans ce Portugal-là. Il y a quand même des choses qui doivent être, si le Portugal est quand même malgré tout placé dans les 15 équipes favorites de cette coupe du monde, c'est qu'il doit y avoir des choses, pour eux, qui doivent jouer pour eux. Qu'est-ce que tu ciblerais dans ces choses-là? Franchement, honnêtement, à part les individualités, en termes collectifs, je vois pas grand-chose honnêtement. Alors beaucoup vont me traiter de pessimiste ou de faux supporter, mais ça fait depuis 10 ans que je dis la même chose et malheureusement ça me fait pas plaisir d'avoir raison sur ce domaine-là. Depuis 10 ans, j'ai raison sur le Portugal malheureusement. Ça fait 10 ans qu'on est pessimiste, 10 ans qu'il y a strictement rien en termes de compétitivité, de collectif et pour moi, tu gagnes pas une coupe du monde ou un euro en étant si peu compétitif dans les 5 domaines, de ce jeu-là donc dans les 5 phases de jeu que j'ai dit donc transition off, transition def et cetera, je vais pas répéter. Aujourd'hui, là où je vois une petite progression, c'est peut-être sur les CPA. On a pris un garçon qui était à Aston Villa, qui s'occupait des coups de pied arrêtés. C'était une bonne idée de Roberto Martinez, il faut le souligner. Je trouve que sur les CPA, on est assez compétitif par rapport à l'Euro 2024. Mais voilà, c'est trop peu, quoi, c'est trop peu. Moi, je vois en termes de jeu, je vois pas grand-chose. Vraiment, pour moi, en fait, tout dépendra des individualités, tout dépendra, bah, justement des 3 personnes qu'on voit là sur l'image. Au final, bah, le meilleur joueur du Portugal aujourd'hui, c'est Nuno Mendes et on l'a vu notamment lors de la Ligue des Nations, on gagne grâce à l'Espagne, notamment grâce à lui, parce que s'il y a pas un grand Nuno Mendes, on ne gagne pas ce match-là et tout dépendra de Nuno Mendes limite et de Vitinha, parce que si nous avons un Mendes ou un Vitinha un peu en méforme, je vois pas du tout le Portugal aller très loin au sein de cette coupe du monde et s'ils sont blessés, j'en parle même pas. Donc, pour moi, tout dépend, voilà, de ces 2 garçons-là qui font un peu le plan de jeu du Portugal, un peu, voilà. C'est Nuno Mendes qui va te créer du danger sur son aile gauche, qui va aussi parfois aussi rentrer à l'intérieur et te faire des différences. Ça passe par Vitinha par rapport à son contrôle du jeu, à sa maîtrise des temps faibles, des temps forts, à sa qualité technique, à sa capacité à conserver le ballon. Ça va dépendre de d'eux, en fait. Donc, après, il y a évidemment aussi, Bruno Fernandes mais pour moi, Bruno Fernandes, c'est un joueur beaucoup trop irrégulier avec la sélection pour vraiment miser que sur lui. Alors en ce moment, il est en grande, grande forme. Hier soir, il fait d'ailleurs parce hier soir, ils ont joué contre la Colombie non pas Colombie, pardon, les États-Unis et il fait un top match. Il est sur sa lancée, hein, il fait une excellente saison, il y a rien à dire. Mais en sélection, mis à part sa coupe du monde 2022, il y a pas grand chose à en tirer de Bruno Fernandes et ça fait quand même maintenant beaucoup de temps qu'il est là. Donc je vais pas tout miser sur Bruno Fernandes. Moi, je pense que tout dépendra des Parisiens, donc et encore une fois, c'est pas parce que je suis pas supporter parisien que je le dis, je le pense réellement et je pense que je pense être assez objectif quand je dis que, ouais, que tout dépendra de Nuno Mendes et de Vitinha, mais surtout de la forme de Nuno Mendes. Ouais, ils font clairement partie des gros points forts de cette équipe. C'est un peu ce que je m'étais noté aussi. Mais là où c'est quand même une force qu'il faut pas, négliger, c'est que beaucoup de nations ont des top joueurs, d'accord, le Portugal aussi. Le Portugal, non seulement
à des top joueurs, mais ils ont des joueurs calibre élite aussi. Tu les as cités, Nuno, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, c'est peut-être les 4 fantastiques de cette sélection actuellement. Ils sont un peu intouchables à leur poste. C'est pour le coup une envergure différente de ce qu'on pourrait connaître dans d'autres sélections. Je me suis amusé à regarder, à comparer avec la France, qui est réputée pour avoir des joueurs calibre élite. Alors, on peut penser à Mbappé, Olysée, Dembélé. Après, des joueurs calibre élite, bah, je m'en note trois réellement. Les Saliba ou Upamecano Maignan, c'est des joueurs entre peut-être top élite, peut-être élite pour Saliba. Enfin, c'est une question assez ouverte, c'est débattable. Je pense qu'ils font partie des meilleurs à leur poste actuellement, mais sur l'échelle du foot, ça vient peut-être pas toucher les Mbappé. Enfin, c'est une question assez ouverte, mais au final, niveau des top joueurs, niveau des joueurs élites, ce Portugal n'a pas grand-chose à envier à une nation comme l'équipe de France, qui, elle, fait figure, figure dans les trois favoris au titre final. Donc, effectivement, pour avoir de tels joueurs et ne pas être dans les grands favoris, les immenses favoris de la compétition, bah, c'est qu'il y a un mal récurrent qui traîne et t'en as déjà parlé et je pense que tu es assez dans le vrai quand même. Euh, on va passer au 11. Le 11 est, comme on l'a dit, assez instable. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en commençant par le poste de gardien de but? J'ai cru comprendre que Diogo Costa s'était blessé. Je ne sais pas à quelle gravité. Est-ce qu'il sera de retour pour la Coupe du Monde? Et si ça n'est pas le cas, qui derrière lui? Oui, oui, je pense qu'il sera titulaire, enfin, à part grosse blessure Ok. d'ici là, mais normalement, la blessure n'est pas très grave. Je pense quand même que ça a arrangé bien Porto, voilà, il a joué contre Braga comme par hasard et le jour d'après, il était blessé. Je pense qu'il est vraiment blessé, je pense qu'il a un petit problème à l'adducteur, mais si ça aurait été pour une coupe du monde, il aurait été présent. Là, je pense qu'ils n'avaient pas envie vraiment de se fouler, de partir, faire cette tournée-là. Donc c'est très bien qu'il soit mis au repos aussi. Mais ouais, Diogo Costa sera titulaire, il fait une top saison. Je pense que c'est sa plus belle saison de sa carrière. J'essaye de réfléchir, mais je l'ai jamais vu aussi fort. On sent vraiment qu'il a atteint un niveau de maturité vraiment, très, très, élevé. Il a un niveau de jeu exceptionnel. Pour moi, il fait aujourd'hui, partie des meilleurs gardiens du monde, à son poste. Il est exceptionnel sur sa ligne. Dans les airs, il a une assurance, monstrueuse, il a un jeu au pied monstrueux. C'est un gardien aujourd'hui hyper complet. Maintenant, voilà, le même problème avec Diego Costa, c'est son irrégularité et c'est pareil avec la sélection. Il a pas encore prouvé son niveau. C'est un garçon, voilà, qui peut enchaîner les bonnes saisons et ensuite deux trois saisons un peu moins bonnes. Mais cette année, en tout cas, il est exceptionnel et c'est vraiment une valeur sûre à ce poste-là en club. En sélection, on en attend encore un peu plus. Il avait fait quelques erreurs aussi lors de la dernière coupe du monde et cetera, donc je pense qu'aujourd'hui, il a atteint j'aime pas ce mot-là, mais son prime, et on en attend aussi beaucoup plus. Aujourd'hui, il est capitaine du FC Porto, c'est un vrai leader, donc on en attend beaucoup de Diogo Costa et un Portugal sans Diogo Costa est un Portugal qui n'ira pas loin. On sait tous que pour gagner ce genre de compétition, c'est un peu comme une Ligue des Nations, hein. Il faut être efficace dans les 2 surfaces, il faut avoir un top gardien et il faut être efficace dans la surface adverse. Donc aujourd'hui, sans un top gardien, tu ne gagnes pas de compétition. Donc aujourd'hui, Diogo Costa est un top gardien avec son club. À lui de le montrer avec la sélection maintenant. Ok, eh ben écoute, merci pour cet avis. On va passer juste au-dessus, la ligne supérieure, la ligne défensive, je l'avais dit tout à l'heure, 5 charnières différentes sur les 7 dernières alignées, preuve d'une certaine instabilité. Et pour les latéraux, c'est un petit peu la même chose, même si on imagine quand même facilement que Nuno sera titulaire. Quelle ligne sera alignée? Pour les latéraux, par exemple, si Nuno est effectivement à gauche sans surprise, à droite, il y a de la place pour Cancelo, même s'il est plutôt bon à gauche en ce moment avec Barcelone, mais on a Cancelo potentiellement à droite, Dalot, Nunes, Semedo dans une moindre mesure, qui devrait jouer à droite, et pour la charnière, qui pourra accompagner Ruben Dias? C'est pareil, il y a pas mal de choix. Je pense que oui, je pense que bah, à gauche, ce sera forcément Nuno Mendes, il y a pas de débat là-dessus. À droite, je pense que ça sera Cancelo. Je pense voilà, il revient très bien avec le FC Barcelone, même si c'est à gauche, mais bon, je pense pas que ça change énormément. Donc je pense que ouais, la paire de latéraux, ce sera Nuno Mendes et Cancelo. Même si Roberto Martinez aime beaucoup Diogo Dalot, mais je pense que voilà, que Cancelo part avec une petite longueur d'avance. Au niveau de la charnière centrale, pour moi le plus gros problème de cette sélection. Comme j'ai pu le dire un peu en préambule, on n'a jamais pu remplacer le départ de Pep. Alors c'est compliqué de remplacer,
Pep qui est pour moi, hein, encore une fois, c'est que mon avis, mais il fait partie, des meilleurs joueurs, enfin des meilleurs défenseurs de l'histoire. Encore une fois, je pense pas abuser quand je dis ça, c'est vraiment un enfin même lors de l'Euro 2024, il a plus de 40 ans et il fait un Euro 2024 qui est monstrueux et je pense que ça encore, c'est mon avis, mais c'est peut-être le joueur le plus important de la sélection des dernières années. Allez, il y a Ronaldo, il peut y avoir un débat avec Ronaldo et Pep, mais pour moi, Pep de son Euro 2024, c'est sûrement peut-être le meilleur joueur avec Mendes. Son Euro 2016, il est monstre sa finale, elle est monstrueuse, enfin, je pense qu'aujourd'hui tout le monde s'en rappelle. Son Euro 2016 est exceptionnel. Enfin, pour moi, ouais, c'est l'un des hommes les plus importants de la sélection lors des dernières années avec Ronaldo et son départ, elle fait énormément de mal et bon, encore une fois, voilà, remplacer quelqu'un de ce niveau-là, c'est compliqué, mais le problème, c'est que Pep, c'était élite, mais aujourd'hui, les joueurs qui le remplacent ne sont pas même de niveau, enfin, un Gonzalo Inacio, c'est un bon joueur, mais c'est un bon joueur du championnat portugais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à son âge, il est encore au Sporting. Généralement, au Portugal, quand tu es très bon, tu fais 6 mois, 1 an, Mmh. maximum 2 ans et ensuite tu pars. Inacio, ça fait depuis 2020 qu'il est au Sporting. Donc si au bout d'un moment, ça fait 6 ans qu'il est là, et 5-6 ans qu'il est là et qu'il y a aucun club qui est prêt à payer pour ce joueur-là, c'est qu'ils ont vu des lacunes et Inacio, ça a énormément de lacunes, c'est un super pied gauche. Au niveau de la relance, c'est élite pour le coup, il a vraiment une qualité de relance qui est exceptionnelle. Par contre, sur le reste, sur les dom sur, comment dire? Défendre en avançant, sur sa lecture de jeu, sa capacité à être dur dans les duels, que ce soit dans le domaine aérien ou au sol, c'est compliqué. Il a aussi parfois souvent des problèmes de concentration. Au début de carrière, bon, on se Mmh. disait qu'il allait progresser, mais c'est toujours les mêmes problmes. Cette année, il fait plutôt une bonne saison, mais voilà, c'est pas du tout une valeur sûre. Et Renato Veiga, j'en parle même pas. Roberto Martinez l'aime beaucoup, mais c'est une hérésie d'être aussi important pour une sélection comme le Portugal. Il est pas mauvais, je dis pas ça, mais pour vraiment gagner une coupe du monde ou être favori, c'est beaucoup trop léger. Donc et pareil, à côté, tu as Ruben Dias qui, encore une fois, même en sélection, alors on ne présente plus Ruben Dias, mais en sélection, il y a eu des périodes où il a été très bon, il y a eu des matchs où il a été vraiment excellent. Je trouve que son Euro 2024 est plutôt pas mal avec Pep, ils font vraiment un bon Euro, mais c'est pas une référence à ce poste-là en sélection. Il a encore du mal à vraiment enchaîner les bonnes performances et à montrer que c'est le leader comme il peut montrer que c'était comme c'est à City. Donc la charnière centrale, c'est pour moi le plus gros problème. Donc tu as un Ruben Dias qui est installé, mais qui n'a pas encore prouvé de grosses choses avec le Portugal et à côté, que ce soit Veiga ou Gonzalo Inacio, c'est pour moi beaucoup trop léger aujourd'hui pour prétendre à Mmh. une place de titulaire au Portugal. Donc voilà et le problème c'est qu'en gaucher tu as sinon il faudrait mettre un droitier. Alors tu as Thomas Araujo que j'aime beaucoup et que moi je mettrais à côté de Ruben Dias parce qu'en termes de complémentarité, en termes de complémentarité tout simplement et pour moi, je pense qu'ils sont très compatibles et je pense qu'Araujo même si voilà, il a à peu près les mêmes défauts qu'Inacio, je trouve que ses défauts sont quand même moins visibles, et puis il a un pied droit qui est extraordinaire donc pour moi c'est la meilleure charnière centrale qu'on peut avoir actuellement et même Araujo là, ça reste encore, ça reste pas encore une valeur sûre au niveau mondial ouais, c'est le poste le plus compliqué je pense pour moi au sein de la sélection. Ouais, ça reste encore un peu frais pour pouvoir accompagner, Ruben Dias. Je vais pouvoir te donner l'occasion de te défouler, Alexandre, c'est cadeau. Ce milieu de terrain, il semble être logique, un double pivot Vitinha-Neves, juste au-dessus Bruno Fernandes et pourtant le double pivot Vitinha-João Neves n'a été aligné que 3 fois ensemble en tant que titulaire. Je parle en tant que double pivot. Il y a eu 2 autres fois dans un milieu, qui était pas vraiment la même, consistance. C'était sur une défense à 3, c'était autre chose. Il y a des fois où Neves a été défenseur droit, latéral droit. C'est que 3 fois seulement, c'est peut-être un peu une aberration et qu'est-ce que tu peux dire de ça? Qu'est-ce que tu en dis? Ça semble être le choix du roi, le choix logique, avoir peut-être le meilleur milieu de terrain de la compétition. Mais je pense que tu alignes les 3. Tu as sur Mmh. le papier le meilleur milieu de terrain de la compétition. Et en plus, des fois tu peux te poser des questions, mais niveau complémentarité, il y a très, très peu de doutes à avoir là, franchement. Comment tu l'expliques ça? Comment est-ce que c'est possible d'avoir aussi peu de certitude avec ces joueurs-là, à ces postes-là? Comment je l'explique? Je pense qu'on a tout dit en
précédemment, hein, c'est sélectionneur, Défoule-toi. c'est Roberto Martinez, c'est voilà, il y a aucune logique, enfin, il y a aucune logique sportive, en fait. C'est lui, c'est juste les cadres, c'est les statuts et vu que João Neves n'a pas le statut de Bernardo Fernandes, j'ai mélangé, de Bruno Fernandes et de Bernardo Silva, pour lui, il est pas si important que ça parce que voilà, il a pas le même statut et pourtant c'est un garçon qui, sur le papier et aujourd'hui, fait partie des meilleurs à son poste en termes de profil. On n'a pas ça au Portugal en plus, c'est hyper, il est hyper important pour chaque équipe au monde. Mais vu que voilà, qu'il a que 20 ans, 21 ans, qu'en termes de statut au sein de la sélection, c'est encore un petit jeune, bah, voilà, c'est compliqué de passer devant Bernardo Silva, devant certaines personnes. Donc voilà, c'est une hérésie comme tu l'as dit, le trio, Vitinha, Neves, Fernandes n'a été aligné que 3 fois sur 8 fois possible ou 7 fois possible. C'est scandaleux en fait quand tout enfin, c'est la logique des choses, comme tu viens de dire, c'est d'aligner les 3 et justement là, tu as eu une trêve internationale au mois de mars, de pouvoir aligner les 3, de leur donner du temps de jeu aux 3 pour que ça pour qu'il y ait une sorte de complémentarité, des automatismes qui s'installent. Surtout que que Roberto Martinez passe son temps à dire que les sélectionneurs manquent de temps, manquent de manquent de tout simplement de temps pour préparer leurs matchs, pour préparer les automatismes au sein des joueurs. Là, tu as cette chance-là, en fait, au mois de mars, d'avoir ces matchs-là pour justement préparer les automatismes et tu le fais même pas et tu le fais même pas et en plus, tu as la chance, enfin, c'est là pour moi que c'est le truc qui me rend le plus fou, c'est que d'avoir, dans ton effectif 4 joueurs qui sont champions d'Europe avec le PSG et tu l'utilises même pas bien, tu l'utilises même pas. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est une bénédiction pour un sélectionneur d'avoir des joueurs qui jouent au sein d'une même équipe. Ça, forcément, il y a Mmh. des automatismes qui sont créés et tu l'utilises même pas. Tu l'utilises même pas. C'est-à-dire ça montre à quel point ce sélectionneur, il est lunaire, il est totalement enfin, il raisonne pas comme nous, en fait. Donc non, il y a à part dire que c'est une hérésie, que c'est une folie, que ça démontre juste pourquoi aujourd'hui la majorité des Portugais ne se retrouvent pas dans cette sélection et pourtant on aime le Portugal. Moi j'ai connu le Portugal avec l'Euro 2000, la sélection, enfin, le Portugal aime beaucoup même s'ils aiment plus leur club, le Portugais aime sa sélection, mais aujourd'hui et la réalité, c'est que, à part les fans de Ronaldo, il y a plus grand monde qui aime cette sélection-là. Parce qu'il y a tout ça, toute cette, illogique, cette incompréhension des choses et pour moi, ouais, tu as cette chance-là d'avoir Vitinha et Neves qui jouent dans le même club, qui rayonnent à l'international, que toutes les sélections envient, que tous les clubs envient et tu les fais même pas jouer ensemble et ça pour moi c'est et en plus voilà, en termes de complémentarité, tu fais pas mieux. Tu as Vitinha un peu le voilà, le maestro, le mec qui va garder le ballon, le voilà, comme je disais tout à l'heure, la gestion des temps forts, la gestion des temps faibles et puis à côté tu as Neves, un peu le chien fou qui va te gagner des duels, qui va pas te perdre un ballon non plus, qui a une grosse capacité athlétique, une grosse capacité technique et tu l'utilises même pas assez ou bien quand tu l'utilises au terme de latéral droit, mais c'est une folie et donc voilà, je pense que, je sais pas s'ils seront utilisés à l'Euro à la coupe du monde. Je ne sais pas, est-ce qu'il va se réveiller? Peut-être Mmh. qu'il va se peut-être que j'espère, hein, j'espère qu'il va se dire: «Bon voilà, j'arrête mes bêtises et je fais jouer les 3 en même temps». Mais il y a un monde, ouais, il y a un monde où il met Vitinha, Bruno Fernandes et Bernardo Silva au milieu de terrain parce qu'il veut pas sortir Bernardo ou bien voilà, peut-être qu'il va mettre Bernardo à droite, ce qui est une hérésie aussi, hein, parce que ça fait bien longtemps qu'il joue plus ailier droit, alors voilà, peut-être qu'il fera un milieu à 4. Moi, je pense qu'il va faire ça. Je pense qu'il va mettre Bernardo, ailier droit, mais il le fera rentrer à l'intérieur du jeu pour avoir ce fameux carré au milieu de terrain, pour avoir une supériorité numérique, dans l'entrejeu, voilà, pour créer des supériorités numériques, au cœur du jeu et créer des espaces et comment dire? Et créer des lignes de passe, c'est ce que je voulais dire, pardon. Je pense qu'il va faire ça, mais encore une fois, quand tu veux pas faire de choix, quand tu as peur de faire des choix forts, au final, tu fais aucun choix et tu mets juste ton équipe dans l'embarras donc à voir, mais en tout cas, ouais, c'est le secteur qui semble le plus logique pour le Portugal, mais encore une fois, comme tu as dit, hein, 3 fois sur 8 ou sur 7, c'est juste scandaleux. Je pense que tu vises totalement juste, hein, quand tu parles de Bernardo Silva qui sera aligné à droite sur le papier, mais très intérieur sur le terrain. Si c'est comme ça que ça se présente, que Roberto Martinez aura tout intérêt, d'aligner à gauche. Peut-être un homme de profondeur, un homme de vitesse. Bon, alors ça manque pas forcément. Pedro Neto, c'est un peu ce profil-là, c'est peut-être lui qui tiendra la corde et peut-être que ce sera lui sans trop de discussion selon les états d'autres joueurs aussi. Derrière, on a du Félix qui est pas quand même dans ce profil-là, Guedes, Leao, c'est des joueurs qui peuvent potentiellement avoir, un rôle similaire.
Potentiellement à droite, quand Bernardo Silva sera un petit peu fatigué à la 65e, peut-être que Conceição, Trincão feront du bien quand ils rentreront, lequel à savoir. Mais le vrai débat est celui qui cristallise évidemment forcément au Portugal. Alors je dis au Portugal sans vraiment savoir, mais je me dis que même en France, ça cristallise. Alors j'ose même pas imaginer là-bas sur place. C'est le sujet du buteur avec Cristiano Ronaldo, légende intouchable de la sélection, du football mondial, tout ce qu'il représente. On va pas retracer tout ça évidemment. Tous ceux qui atterrissent sur cette vidéo connaissent évidemment tout le chemin de l'homme. Donc, toi, de ton point de vue, même si je pense avoir une petite idée de ce que tu en penses avec ce que tu as pu dire juste avant, est-ce qu'il faut que Cristiano Ronaldo soit le neuf titulaire de cette sélection ou alors est-ce qu'il doit laisser la place à Gonzalo Ramos? Ah, Ronaldo, c'est le sujet sensible au sein de la sélection et encore plus sur les réseaux sociaux où dès que tu émets une petite critique, tu reçois des menaces de mort alors qu'au final tu dis rien de méchant ni de grave. Mais bon, c'est comme ça, c'est un immense joueur, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, donc forcément ça ramène beaucoup de fans et les fanatiques, je parle vraiment des fanatiques, qui ne sont pas vraiment connus pour avoir le plus de réflexion et de cerveau malheureusement. Donc, voilà, je vais te dire la même chose, hein, pour moi, avoir Ronaldo, au sein de la sélection, c'est pas quelque chose qui me dérange par rapport à tout ce qu'il a pu faire, au Portugal, à tout ce qu'il a pu, faire pour la sélection, mais aussi pour le pays, hein. Aujourd'hui, le pays, il est connu grâce à Ronaldo et dire l'inverse, ce serait mentir. Il faut pas non plus tomber dans le manque d'objectivité. Aujourd'hui, Ronaldo, le personnage que dé est devenu Ronaldo depuis son départ, de Manchester, je suis en accord avec rien de ce qu'il raconte. Je trouve qu'il a tout ce qu'il fait aujourd'hui, pour moi, est devenu détestable. Mais à côté de ça, j'oublie pas tout ce qu'il a fait pour le pays, pour la sélection. C'est un immense joueur, c'est un immense bonhomme, c'est un immense leader. Pour moi, le voir en sélection, j'irai pas jusqu'à faut l'enlever et cetera comme certains peuvent dire. Non, moi je suis pour son le fait qu'il soit dans les 26, dans les 24, même dans les 23 parce que, bah, voilà, tout ce qu'il ramène en termes d'aura, en termes de leadership, en termes d'expérience, c'est impossible de mettre Ronaldo sur le côté. Maintenant pour moi être titulaire indiscutable, c'est pour moi aujourd'hui c'est une hérésie. En fait, c'est la seule sélection, la seule grosse sélection aujourd'hui qui a un joueur qui a 41 ans, qui joue en Arabie Saoudite. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat saoudien, c'est pas le niveau du championnat européen et on le voit, quand d'autres reviennent et cetera. Aujourd'hui, qu'il soit titulaire indiscutable, qu'il joue 90 minutes tous les 3 jours, je n'arrive pas à comprendre et malheureusement, encore une fois, ça nous a donné raison, lors de l'Euro 2024 où il marque pas un but et c'est l'attaquant du Portugal et j'ai vu les stats, je crois qu'il avait 3 chances, enfin, en gros, sur les expected goals et il devait marquer 3 buts. Il en a marqué aucun, aucun, aucun et pourtant tu affrontes pas des sélections de fou, hein. Tu affrontes la République tchèque, tu affrontes la Turquie, tu affrontes la Géorgie, tu affrontes, la Slovaquie et tu affrontes la France et tu as 3 grosses 4 grosses occasions et tu mets pas un but. Lors de la coupe du monde 2022, tu mets un but je crois, mais ouais si tu mets un but et c'est tout. Donc en gros sur les 2 dernières compétitions, sur 7-8 matchs, heu, tu mets un but sur des compétitions officielles. Là, on t'attend. Là, alors oui, les gens vont me dire: «Ouais, il a marqué, contre l'Espagne, contre l'Allemagne lors de Ligue des Nations». Mais ça reste la Ligue des Nations. Je pense qu'aujourd'hui, on il y a enfin, encore une fois, il y a que les fanatiques qui vont dire que la Ligue des Nations, c'est devenu important. Aujourd'hui, au Portugal, enfin, j'étais au Portugal, j'étais à Lisbonne, lorsqu'on a gagné la Ligue des Nations. Il y a même pas eu de célébrité, il y a pas eu de festivité, tout le monde s'en foutait. Alors oui, on était content parce que ça fait toujours plaisir de voir le Portugal soulever une coupe. Mais en réalité, c'est juste, une compétition qui remplace les matchs amicaux, dont tout le monde s'en fout, dont personne n'avait compris l'utilisation de cette compétition jusqu'à hier avec l'Italie et la Suède. Donc, donc voilà, aujourd'hui, dans les compétitions qui comptent, Ronaldo n'est pas décisif. Donc j'espère de tout cœur qu'en 2026, dans quelques mois, lors de la coupe du monde, il pourra marquer des buts importants. Donc ouais, moi, qu'il soit titulaire de temps en temps, ça me dérange pas parce qu'en fonction du style de jeu de l'adversaire, en fonction, aussi des espaces qu'il peut créer, c'est un joueur qui va forcément focaliser un ou 2 adversaires, sur lui et donc créer des espaces pour les autres. Là-dessus, c'est factuel. Moi, qu'il soit titulaire contre une équipe, qui défend en bloc bas, qui c'est un joueur pour moi, un joueur de surface aujourd'hui, Ronaldo et je trouve qu'aujourd'hui quand même, il a compris un peu cet aspect il y a quelque temps. Là où vraiment où j'en pouvais plus, c'est quand il venait décrocher sans cesse, qu'il aille sur le côté gauche, qu'il aille sur le côté droit. Il venait au milieu de terrain, il Ouais. frappait 30 mètres, il frappait tout. Là-dessus, franchement, il me donnait envie de vomir et j'en pouvais plus parce qu'en fait, il te bloquait tous. Enfin, il y avait aucune identité de jeu avec le Portugal parce c'était focus Ronaldo, 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 Ronaldo. Aujourd'hui, je trouve quand même qu'il a compris un peu plus que c'était un joueur de surface, qu'il pouvait plus
C'était plus le centre du monde. C'est plus le meilleur joueur du Portugal. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il en a conscience. Je pense que beaucoup de monde en a conscience aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des Vitinha, tu as du Bruno Fernandes, tu as du Neves, tu as du Mendes qui sont plus forts que lui, c'est factuel. Le fait qu'il se sente plus comme l'homme à tout faire, peut-être que ça lui fait du bien. Donc moi, le fait qu'il soit titulaire sur des matchs contre l'Ouzbékistan, contre le Congo, j'ai pas de problème avec ça. Surtout que Ramos, bon, même si j'aime beaucoup Ramos, ne fait pas grand-chose aussi pour lui prendre sa place. C'est la réalité des choses. Là, il a été titulaire sur les 2 matchs, il a pas montré grand-chose. Maintenant, je vais pas tirer sur Ramos parce qu'aussi le garçon, bah, il a une chance tous les 10 matchs quoi, quand Ronaldo n'est pas là. Donc c'est compliqué aussi de rentrer dans le moule de l'équipe quand tu n'as aucun automatisme, quand tu ne sais pas jouer avec tes partenaires. Bah, même au PSG, voilà, c'est compliqué aussi parce que bah, il est titulaire très souvent. Donc quand il est titulaire, il est souvent titulaire avec l'équipe B. Donc c'est plus compliqué de montrer des choses quand c'est comme ça. Maintenant, quand il rentre, il fait son taf. C'est pour ça que, en fait, moi, je dis pas qu'il faut que Ramos soit titulaire indiscutable, parce qu'il n'a rien fait pour. Mais je dis pas non plus que Ronaldo. Pour moi, ça doit être un partage des temps de jeu. Donc aujourd'hui, je pense que les deux. Le problème, c'est que les deux ont le même profil. C'est pour ça que j'aurais aimé aussi d'avoir un attaquant un peu plus mobile, un peu plus de profondeur, un attaquant aussi qui s'est décroché, qui s'est participé au jeu. Aujourd'hui, tu n'as pas ça malheureusement au Portugal. Tu as Léão qui le fait avec l'AC Milan, mais on voit quand même que c'est pas son poste préférentiel. Tu as Neto, je trouve, qui a été très bon avec Chelsea quand on a joué à ce poste de numéro 9. Donc pourquoi pas les utiliser au certains aussi en fonction de l'adversaire, en fonction des espaces que peuvent te donner les adversaires. Mais non, on sait tous que Ronaldo jouera 90 minutes tous les matchs contre n'importe qui, à n'importe quel moment. Et moi, c'est plus ça qui me dérange. Donc, j'espère que je me suis bien exprimé. Peut-être que sur les réseaux, à l'écrit, je m'exprime un peu plus mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, le fait de voir Ronaldo titulaire, ça ne me dérange pas. Mais le fait qu'il soit titulaire tout le temps, 90 minutes contre n'importe quel adversaire, alors que tu as de la chance d'avoir un Ramos à côté qui peut aussi parfois gratter du temps de jeu, qui est un très bon super sub et qui le montre au PSG. Tu as du Pedro Neto qui, sur des adversaires qui vont laisser un peu plus d'espace, peut être super utile. Léon, c'est pareil. Tu as des choix, tu as du choix. Utilise-les. Et Mais c'est vrai, il faut qu'ils c'est touchent vrai, Ronaldo. c'est vrai. Exactement, c'est vrai que le choix est assez cornélien parce que tu as d'un côté l'image d'un Ronaldo qui vampirise beaucoup le ballon. C'est vrai, c'est un peu ce que tu dis, hein. On a l'image d'un Gonzalo Ramos contre la Suisse qui te plante un triplé en l'absence de Cristiano. Et depuis, un peu d'eau a coulé sous les ponts quand même. Ronaldo vampirise un petit peu moins, tu l'as dit. Il a davantage tendance à se contenter de son réel rôle, là où Ramos n'est toujours pas un titulaire dans son club, faute de concurrence, hein. Et c'est vrai que c'est dur de se présenter. On pourrait peut-être profiter, et c'est un petit peu ce que tu déplores, on pourrait peut-être profiter de l'âge de Ronaldo et de la qualité en super sub de Ramos pour faire Ça, un duo complémentaire et de voir une entrée à la 65e, entre la 60 et la 70e d'un Gonzalo Ramos qui a l'habitude de rentrer plus tardivement sur le terrain. C'est vrai que ça pourrait être faire un beau turnover, mais c'est vrai que c'est pas le cas non plus. Dans tout ça, le Portugal tombe dans la poule K, donc une poule qui est assez homogène. je coupe Mathis, juste Vas-y, pour compléter vas-y, bien sûr. sur le cas Ronaldo, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important de bien de s'expliquer. Euh, Vas-y. et surtout qu'ensuite, en fait, on voit aujourd'hui dans le football moderne que tu ne peux pas jouer avec un attaquant qui ne fait que attendre à la surface. Aujourd'hui, un collectif, c'est 11 joueurs qui défendent et 11 joueurs qui attaquent. C'est Au vrai. niveau défensif et du pressing, on ne peut pas dire que Ronaldo soit un acharné du contre-pressing et du pressing, contrairement à Ramos. Donc là-dessus, quand tu as un Ramos sur le terrain, forcément, tu as un joueur en plus qui défend et un attaquant doit défendre. Alors on va me dire, oui, l'attaquant, il doit marquer des buts, etc. Mais Ramos marque les buts. La réalité, c'est que si tu prends en compte quand Ramos est titulaire, il marque ses buts. Il marque ses buts, à part là contre le Mexique et les États-Unis. Mais la réalité, c'est que quand il est titulaire, il marque. Donc si tu lui donnes du temps de jeu, il marquera. Le problème, c'est que donc, défensivement, il t'apporte ce que n'apporte pas Ronaldo. Et offensivement, je ne suis pas persuadé qu'il t'apporte beaucoup moins. Maintenant, encore une fois, que Ronaldo soit titulaire, ok, mais pas tout le temps. Et aujourd'hui, le football, c'est 11 joueurs. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste avoir un joueur. Et là-dessus, c'est la même chose Mm. pour Ramos. Avec ballon, c'est un joueur qui est bien plus utile quand il est dans la surface. C'est pas un joueur qui décroche. C'est pas un joueur qui participe au jeu. C'est un joueur quand même qui a du mal à se connecter avec ses partenaires. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les autres équipes, quand tu regardes Mbappé, bah, malgré toutes les critiques qu'il reçoit, c'est un joueur qui est techniquement est bien plus à l'aise qu'un Ramos ou Ronaldo à 41 ans, je précise bien. T'as Kane qui est un modèle du joueur, qui participe, qui défend, qui participe au jeu offensif, qui décroche, qui est un vrai numéro 10. T'as Dembélé avec le PSG, t'as Messi avec Messi, enfin t'as Messi avec l'Argentine, avec Alvarez. Enfin,
Aujourd'hui, tu peux pas juste avoir 10 joueurs et un joueur qui est là, qui campe dans la surface et qui attend le ballon qui arrive. Tu peux pas aller loin comme ça. Et c'est pour ça que le Portugal ne va pas loin en ce moment. Parce que tu as ce joueur-là qui, aussi fort soit-il dans sa surface, et pour moi, c'est encore le meilleur au monde dans la surface, et c'est sûrement le meilleur histoire dans la surface. Mais tu peux pas avoir que ça, en fait. Tu dois avoir des joueurs aussi, tu dois avoir un attaquant qui participe au jeu, qui fait autre chose que juste attendre le ballon. Donc c'est un débat compliqué, mais pour moi, c'est un débat qui ne doit pas être présent aujourd'hui si tu as un sélectionneur qui sait faire la part des choses et qui dit à Ronaldo: «OK, tu vas être titulaire de temps en temps, tu as encore une place importante au sein de la sélection, mais vas-y, on partage ton temps de jeu». Voilà, il y a aujourd'hui, tu as des joueurs qui sont là, qui sont prêts. Ouais, on te gère aussi parce que moi, je suis persuadé aussi que si tu fais débuter un Ramos et que tu fais rentrer un Ronaldo à la 60e avec des défenses fatiguées, et c'est encore plus bénéfique pour Ronaldo et pour la sélection. Parce que Ronaldo, encore une fois, quand il y a des espaces, c'est quand dans la surface, il peut être là, il va mettre son but. En fait, ce serait bénéfique à tout le monde, que ce soit Ronaldo, pour Ramos, pour la sélection, d'avoir une sorte de partage du temps de jeu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ça. Donc c'est problématique et c'est les mêmes débats maintenant depuis 4-5 ans. On n'est sûrement pas avec l'homme en capacité de faire ça en la présence de Roberto Martinez. Je mets les deux pieds dedans en parlant de Messi, mais c'est parce que c'est des cas assez similaires et pour le coup, c'est pas un indispensable obligatoire en tant que titulaire en sélection, on le voit actuellement. Et c'est de cette manière aussi que l'Argentine arrive à bien se porter. Il a su faire un pas de côté. Euh, donc ça, c'est aussi très clairement une problématique. Concernant la poule, je disais que c'était une poule quand même très homogène, une poule qui me plaît bien. Sur les confrontations directes, on n'a que des confrontations inédites. Toutes ces nations ne se sont jamais croisées, ça serait une première pour toutes. En première journée, c'est la RDC, la République démocratique du Congo, je dis pas de bêtises. Deuxième participation en Coupe du Monde, la première était en 1974 et 3 défaites. Donc, ils n'ont jamais connu la victoire. Donc, potentiellement, un moment historique qu'on verra sur cette Coupe du Monde. Et eux, pour le coup, ils montent plutôt bien en puissance. Ils se font sortir assez tôt lors de la dernière CAN contre l'Algérie. Mais quand même, il y avait des satisfactions. Cette équipe, elle est pas du tout à négliger. Deuxième journée, c'est l'Ouzbékistan. Première Coupe du Monde pour eux, pour le coup, portée par un Kouzanov. Évidemment, c'est un petit peu le porte-drapeau de cette sélection depuis quelques temps. Ils montent aussi bien en puissance, donc similaire avec la RDC. Deux nations qui montent en puissance footballistiquement parlant. Et pour le coup, là où l'Ouzbékistan est dangereux, c'est que c'est une nation qui est un petit peu à la façon de l'Égypte, a beaucoup de joueurs du même club dans l'équipe. C'est un petit peu ce que tu décrivais avec le Portugal et ses joueurs du PSG. Ça peut être une force et l'Ouzbékistan s'appuie pas mal dessus. Je me suis noté 7 joueurs je connais pas ce club, c'est Pakator, le club de Pakator en Ouzbékistan, actuellement troisième de leur championnat. 7 joueurs de cette équipe sont en sélection sur la dernière sélection. Et la troisième journée, c'est la Colombie. C'est le match donc qui déterminera l'issue des poules. Ils font troisième des qualifications sur la zone Sudam, devant l'Uruguay, devant le Brésil. Et la double confrontation contre l'Argentine, il y a un match nul, une victoire. Donc la Colombie, sûrement pas à sous-estimer. Il y a eu un coup de moins bien contre la France, qui a aligné son équipe B et qui les a roustés, et contre la Croatie également en match de préparation. Donc ça, c'est pour le coup de moins bien. Mais quand même, à ne pas négliger, ça reste un gros match, ça reste sur une J3, là où l'enjeu est important. Donc, j'ai l'impression qu'on a quand même une des poules les plus homogènes de la compétition. Peut-être qu'on a un favori et un underdog qui se dégagent, mais franchement, tout reste jouable, tout reste à prouver. Avec tout ça et ton avis personnel, quel serait ton classement de la poule? Moi, je pense que tu as bien résumé la situation de cette poule-là, qui est super intéressante à suivre. Et franchement, ouais, ça fait plaisir de rencontrer un peu des équipes qu'on n'a jamais l'habitude de rencontrer. C'est le principe d'une coupe du monde et on va dire, c'est peut-être le seul point positif de cette coupe du monde à 48 équipes. C'est le seul point positif, on va dire. Après voilà, en termes de les niveaux, je vais pas mentir, hein, je connais pas du tout l'Ouzbékistan. Je les ai jamais vus jouer. Maintenant, s'ils sont là, c'est que, bah, je dirais pas qu'ils méritent parce que forcément, peut-être qu'ils avaient avec 36 équipes, peut-être qu'ils n'auraient pas été là, je ne sais pas. Je sais pas si vraiment ça change quelque chose au niveau de leur CONCACAF ou autre. J'ai pas de connaissances là-dessus, je vais pas mentir. Mais bon, voilà, ça reste une équipe comme qui peut être dangereux avec un Koussanev qui est revenu à un très bon niveau à City. Encore une fois, les automatismes que peuvent avoir entre les joueurs restent quelque chose d'important.
Donc voilà, je pense que ce n'est pas à sous-estimer. Le Congo, c'est une équipe que j'aime suivre parce que j'ai un ami très proche qui est congolais et du coup, j'aime regarder le Congo, parce que, tout simplement, c'est juste par, lien, on va dire, d'amitié, même de fraternité. Donc j'ai suivi leur CAN, j'ai suivi leur parcours, leur match d'hier contre la Jamaïque, où ils ont eu des difficultés quand même, mais bon, pas étonnant parce que c'est une équipe qui n'aime pas trop avoir le ballon, mais c'est une équipe qui, je pense, qui peut nous mettre en difficulté, si on ne les prend pas au sérieux. C'est une équipe qui défend, j'aime beaucoup leur défense centrale, même leur défense tout court. Je pense qu'une équipe vraiment solide sur le plan défensif, qui protège très bien leur surface. Et ça, je pense que le Portugal n'aime pas trop ce genre d'équipe, parce qu'on a du mal, justement, quand on a le ballon, on a du mal face à ce genre de bloc très compact, très bas, qui défendent très bien leur surface. Je pense que si le Portugal ne met pas l'intensité, ne met pas la qualité technique suffisante pour ce niveau de compétitivité, le Portugal peut être surpris contre le Congo. Maintenant, j'ose espérer que voilà, on sera prêt et qu'on puisse gagner contre le Congo. Parce que si on ne gagne pas contre le Congo, avec tout le respect que j'ai pour cette nation-là, c'est qu'on se met déjà en difficulté. Bon, ça va pas résumer notre compétition parce qu'on a vu avec l'Argentine en 2022, quand ils perdent contre l'Arabie Saoudite ou qu'ils gagnent la Coupe du Monde. C'est pas parce que tu perds ton premier match ou que tu ne gagnes pas que tu vas être éliminé tout de suite. Mais ce serait quand même, comment dire, ce serait un mauvais signal par rapport déjà à tout ce qu'on voit depuis l'arrivée de Roberto Martinez. Si tu n'arrives pas à battre le Congo, les critiques vont commencer à être de plus en plus importantes. Donc là, mais le Congo, ce n'est pas, ça a respecté comme, et comme tu l'as dit, ça a une très belle évolution, donc c'est vraiment, faut prendre au sérieux. Et ensuite, à la Colombie, tu as tout résumé, hein, c'est une équipe sud-américaine, donc c'est jamais agréable à jouer. Ils ont fini devant le Brésil, ils ont fini devant l'Uruguay. Donc c'est une équipe, voilà, tu as des excellents joueurs, tu as du Luis Diaz, t'as du Luis Suarez. C'est une équipe vraiment qui, tu as du Rios, même si je suis pas fan du joueur de ce qu'il montre à Benfica. En sélection, c'est un tout autre bonhomme. Donc, non, une équipe redoutable. C'est le dernier match, donc on espérera qu'on sera déjà qualifié pour ce dernier match-là. Normalement, si tout se passe bien, si on ne fait pas les idiots, on sera qualifié lors de ce match-là. Mais ça déterminera aussi, je pense, la première place, parce que je pense que la Colombie, ça se jouera entre la Colombie et le Portugal, sauf surprise. Encore une fois, tout est possible dans le football et il faut sous-estimer personne. Une poule qui, ne- qui, je pense, peut nous préparer pour la suite, qui va nous mettre dans le bain directement. Donc c'est bien. C'est aussi pas non plus, comment dire, c'est pas la poule de la mort. À chaque fois, le Portugal, on a eu l'habitude un peu le Portugal de tomber dans des poules très 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 compliquées. Là, voilà, je dis pas qu'elle est hyper compliquée, je dis pas qu'elle est hyper simple. On est vraiment dans une poule parfaite pour se mettre dedans, pour se qualifier, à condition qu'on soit sérieux. Et pour le coup, tu as la connexion, Kusanov, Ruben Dias là, ils vont se rencontrer. Peut-être que le Portugal aurait aimé avoir un Kusanov dans sa sélection en l'état. Ça aurait Mais pu pas être une paire assez complémentaire. On peut le voir à Manchester City et pour le coup, c'est vrai que alors moi, j'imagine la Colombie terminer deuxième du groupe, juste derrière le Portugal, grâce à leur expérience. Ça va être leur septième coupe du monde. Mais pour le coup, l'adversaire qui me fait plus peur en confrontation directe pour le Portugal, c'est la RDC et tu as mis le doigt dessus. C'est vrai que c'est un type d'équipe que le Portugal ne va pas apprécier rencontrer, hein. Ça va fuser en contre, ça va être, un bloc assez bas et puis on va envoyer les Wissa, les Bakambu, les Elia, les flèches, les joueurs rapides, en contre, en transition offensive. Donc je pense que c'est ce match-là qui peut être dangereux principalement pour le Portugal et c'est en ça que je vois quand même, une poule assez, homogène. Tout le monde peut être dangereux pour tout le monde. Ça peut être intéressant et je me suis noté du coup, jusqu'où peuvent-ils aller? Si tu termines première de ton groupe, ce qui devrait être le minimum syndical. Alors en termes de qualif, j'ai pas vraiment peur puisque les 3e, les 8 meilleurs 3e sont qualifiés. Bon, si le Portugal ne le fait pas, c'est une catastrophe industrielle. Donc on voilà. va dire qu'ils finissent premiers de leur groupe. Ils chopent en 16e de finale un 3e. Bon, là encore une fois, peu importe qui sera le 3e, c'est censé être à la portée du Portugal. Pour les 8e, tu as de bonnes chances de rencontrer le 1er du groupe B. Tu as de bonnes chances dans ce cas-là de rencontrer la Suisse, c'est ce qui semble être le plus probable, même si là on est dans des calculs, évidemment tout ne se passera pas aussi facilement. Mais si j'en viens à tracer ce parcours-là, c'est parce qu'en quart, l'un des chemins les plus, probables
pour le Portugal, c'est de rencontrer en quart de finale l'Argentine et à ce moment-là, je vous fais pas de dessin, autant vous dire que ça va être une explosion mondiale et peu importe les états de forme des équipes à ce moment-là, peu importe, c'est on sait qu'à ce moment-là, les 2 seront titulaires. On est obligé de mettre les 2 pieds dedans. Le monde va se retourner, le soleil va changer d'ampoule, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Impossible de pronostiquer quoi que ce soit tant l'enjeu va être au-delà du football. Est-ce que c'est une affiche qui te fait rêver ou est-ce qu'on est quand même sur de l'hypothèse, plus et on verra bien? Alors déjà pour compléter ce que tu disais sur le Congo, en plus c'est le premier match. Les premiers matchs, on sait que les premiers matchs lors des tournois comme ça, c'est tout le temps les plus compliqués parce que tu as, la méconnaissance de l'adversaire, même si aujourd'hui il y a des analyses vidéo et cetera, mais tant que tu les joues pas, tu ne sais pas vraiment à qui tu as affaire. Et ensuite tu as l'excitation du tournoi, tu as la peur, tu sais que si tu loupes ton premier match, ensuite c'est que des matchs charnières, c'est que des matchs compliqués parce que tu joues avec la boule au ventre. Bon, là dans ce format-là où effectivement tu as les 8 meilleurs, troisièmes qui passent, peut-être un peu moins de stress. Mais bon, voilà, les premiers matchs, c'est vraiment c'est là qui c'est déterminant du sens où, tu rentres dans le vif du sujet et en cas de contre-performance, tu peux te mettre rapidement en difficulté. Maintenant pour répondre à ta question, je t'avoue que pour moi, ça reste un peu de l'illusion. Après moi, je suis quelqu'un de très terre à terre et très, pragmatique. Déjà moi, les tirages au sort, je les regarde jamais, mais parce que ça m'intéresse pas. Je pars du principe où ouais, c'est en fait, pour moi, c'est un bout de papier et après il y a le terrain qui parle, quoi. Tout simplement, c'est le terrain qui déterminera, ensuite tout le reste. Alors évidemment, ça me fait jamais plaisir de tomber contre, dans une poule de la mort parce que forcément, c'est tout de suite plus compliqué de ensuite d'aller loin. Maintenant, j'ai vu l'équipe de France se faire éliminer quand il y a eu, le Mexique, l'Afrique du Sud et j'ai plus le dernier en 2010, et Uruguay. Donc j'ai vu la France aussi se faire sortir, par le Sénégal, le Danemark et l'Uruguay aussi en 2002. J'ai vu le Portugal passer, alors qu'il y avait l'Allemagne, les Pays-Bas, dans des poules. Enfin voilà, j'ai tout vu. C'est pour ça que moi, le tirage au sort, en fait, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Même les projections, je rate jamais, vraiment jamais. Maintenant, forcément, on est obligé de sourire quand on voit ça et ouais, d'y s'imaginer un quart de finale entre l'Argentine et le Portugal. Pour moi, ce serait beau, en fait, ce serait symbolique et ouais, ce serait hyper symbolique, en fait, pour le football, de voir un peu ces 2 monstres de notre génération. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que c'est les 2 meilleurs joueurs de notre génération, voilà, de notre vivant. Je pense pas qu'on verra mieux, en tout cas. Donc ce serait une belle fin. Je pense que c'est la dernière coupe du monde pour les 2. Donc si les 2 peuvent s'affronter une dernière fois, ah, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel, ce Bah, serait un merveilleux ça symbole serait pour fou. ouais. Déjà la dernière coupe du monde, on s'était dit ça serait le point final, ça s'arrêtera là et en fait, les dés sont relancés à chaque compétition. Ça se termine jamais. Hem On arrive à la fin de cette petite vidéo. On va terminer avec, du ludique. On était dans le sérieux, on va être un peu plus ludique. Une prédiction libre, est-ce que tu en aurais une, pour nous? Qu'elle soit drôle, sérieuse, réaliste ou non, peu importe. Est-ce que tu aurais une prédiction libre sur le Portugal ou sa poule ou même sur la compétition si tu veux? Est-ce que tu aurais quelque chose pour nous? Même pour l'après-compétition ou pendant? Bah, vas-y, c'est open bar. Ah, que Roberto Martinez se casse très loin et qu'il ne revienne plus et que qu'il parte, mais peu importe, même s'il gagne la coupe du monde, je serais content, hein, enfin, comment dire? C'est vraiment spécial à dire, du sens où, bah, l'Euro 2016, je pense que je serais jamais plus heureux que l'Euro 2016 parce qu'il y a le contexte, c'est notre première coupe, même si une coupe du monde, c'est plus flatteur qu'un Euro, mais la première fois, c'est toujours la meilleure. Heu, C'était contre la France, on sait quoi, là, portugais d'origine portugaise et avoir immigré en France, c'est toujours un truc particulier. C'était un but d'Eder, enfin, sans Ronaldo en plus qui se blesse, enfin en termes d'émotion, je pense pas que j'atteindrai la même émotion si on gagne la coupe du monde et puis même, j'aime beaucoup moins cette sélection-là actuelle en 2024 qu'en 2026 pardon, qu'en 2016. Je serais content forcément, je vais pas bouder si on gagne, mais même si on gagne, qu'il se barre très loin parce qu'il a dégoûté trop de monde honnêtement, je suis pas le seul, je pense qu'avec tous les gens que je parle, on a le même ressenti vis-à-vis de la sélection. Au pays, c'est pareil. Donc il a fait trop de mal. Franchement, il a fait que 3 ans, mais il a fait trop, trop de mal. Donc même s'il gagne, on lui dira: «Merci pour tout, tu as été le premier, tu resteras une légende de notre sélection malheureusement, mais tu auras gagné, tu auras fait ton job, on se serre la main et fin». Parce que le football pour moi,
ça va au-delà du résultat. Le football, c'est des émotions, c'est des histoires à raconter, c'est aimer son pays, aimer voir sa sélection jouer, c'est et quand en face, tu as un mec qui te ment droit dans les yeux, qui est incohérent et qui te aujourd'hui, le 1er avril va te dire quelque chose et que le 3 avril va te dire tout l'inverse. C'est un menteur né, c'est un politicien et avoir ce mec-là à la tête de notre sélection qu'on aime, c'est vraiment c'est horrible, je le souhaite à personne. Donc voilà, qu'il gagne la coupe du monde et qu'il se barre et qu'il aille faire son métier ailleurs. On le remerciera, je mettrai voilà, je ferai un mea culpa, je dirais que je me suis trompé sur lui. Et voilà, il aura ça sur son CV et voilà, qu'il se barre très loin, peu importe le résultat à la suite de cette coupe du monde. C'est ma OK prédiction et et ben, je vous le souhaite, mais c'est quelque chose que je vous souhaite et puis je pense que ça renouera un petit peu les liens, enfin ça dépend qui prend la succession, c'est ce que tu me disais en off. C'est vrai qu'on n'est ouais, jamais à l'abri de eh ben écoute, moi j'ai 3 prédictions. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser les 3 sur la table et tu vas me dire d'après toi laquelle a le plus de chances de se réaliser, OK? Alors, la première, Cristiano marque son premier but en phase finale en coupe du monde. Il en a toujours zéro à son actif. La deuxième, c'est João Neves fait partie du 11 type du tournoi. La troisième, c'est la poule K sera la poule avec le plus faible écart de points entre le premier et le quatrième. je pense, il y a plus de chances que Ronaldo, marque un but parce qu'il y a les 16e de finale maintenant. 16e de finale, Ouais, tu je un suis d'accord. 3e. Tu as plus de chances aujourd'hui de marquer, qu'un but en phase finale qu'il y a quelques années. Neves, encore une fois, on ne sait même pas s'il sera titulaire et l'écart, ouais, c'est possible. Heu, je pense que Ronaldo a plus de chances de marquer. Je pense que ouais, je refuse de croire que cette légende du foot, hem, reste avec cette stat qui est honteuse en réalité. Donc Ouais, ouais, ça serait complètement fou. Avec, en étant recordman de coupe du monde jouée, en ouais, étant le plus grand, exactement. marqueur de l'histoire du foot, 0 but en phase finale et en plus il est Ouais, pas norvégien quoi, ça la foutrait un peu mal. ouais, On va terminer avec un petit quiz. J'ai 2 questions pour toi. Tu vas tenter d'y répondre. La première, je vais parler de ton grand ami Roberto Martinez parce que j'ai compris qu'il y avait un lien très fort entre vous 2. C'est le premier sélectionneur espagnol de l'histoire de la Seleção. Avant lui, il y a une seule autre nationalité différente de celle de portugaise qui a été à la tête de la sélection. Est-ce que tu saurais retrouver laquelle? bien sûr, brésilienne, Ouais, bien oui, sûr, ouais, ah oui, exactement. c'est Luis Felipe Solari ouais, bah, ça a été et ça a été ça a été lui qui m'a fait aimer cette sélection, hein. Enfin, même si, ah oui, ma première compétition, ça a été l'Euro 2000, mais j'ai des souvenirs très flous, j'étais très jeune, mais 2004, c'est voilà, c'est pour moi, si je dois résumer le Portugal et même si on perd en finale, pour moi, c'est ça la sélection Portugal. C'est le Brésil européen, c'est le jeu, c'est les émotions, c'est des joueurs techniques, c'est des joueurs qui c'est un jeu, voilà, c'est voilà, merci pour tout Solari et pour le coup, tu vois, il était pas portugais et je pense qu'aujourd'hui, ça a été le meilleur sélectionneur qu'on a eu au Portugal, même pour moi devant Fernando Santos qui a pourtant gagné. Mais pour moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est pas que le résultat qui compte. Aujourd'hui, on a aimé le foot pour d'autres choses, pour les émotions, le résultat est important, on peut pas mentir, mais il y a pas que ça. Donc bien sûr, c'est un immense souvenir ce sélectionneur. et pour le coup, j'ai regardé, il est pas le seul brésilien, il y a Otto Gloria que je ne connais pas, je sais pas si ça te parlera. Jusque-là, du coup, le Portugal n'a fait que dans les lusophones de naissance, donc c'est vraiment une grande première pour, Martinez. La deuxième question et on s'arrêtera là. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, 143 buts. Qui qui est le deuxième et à combien? Moi, j'aurais dit Paoletta, Ouais, j'aurais dit Paoletta exactement. M et je crois qu'il a une monsieur cinquantaine connaît de sa buts. sélection. Il est à 47 et Ouais, juste voilà, derrière, on a Eusebio à 41 et Figo à 32. ouais. Non, ça va Voilà sur le Portugal quand même, et j'ai mes bases. ouais, ouais, je vois ça, je vois ça, je vois ça. Tu calé. J'aurais dû, être un peu plus dur, sur mes questions. Bon et ben, écoute Alexandre, on est, à la toute fin, tu vois? Presque pile 1 heure, on a été bon. Je te remercie d'avoir répondu à l'appel, c'était cool, on a passé un bon moment. Merci à toi pour Je pense l'invitation. que c'est eh ben, ouais, avec plaisir, avec plaisir. Je pense que j'aurai une petite pensée pour toi sur les matchs portugais pendant le tournoi. Et ben, écoute, je te remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.